Y a-t-il des opportunités d'investissement dans les mid-cap françaises? Et c'est ce que nous allons continuer de regarder ensemble dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux et mettre un pouce vers le haut. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour avoir la notification. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner ma sélection dans cette revue. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à Pluxee qui est passé devant Easy, qu'on avait vu aussi. On va prendre BIC, on va prendre Forvia, Hop Mobility, Imeris, Eutelsat. On va prendre tout ça, j'évite les holdings. On va aller prendre TF1, Believe c'est plus coté. On va prendre OVH Group, Constellium, ça c'est pas coté en France. On prend les caisses régionales du Crédit Agricole, on met ça de côté. On va prendre Robertet, Eramet et Clariane. Argan, c'est une rate, ça je mets plutôt de côté. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. Cette watchlist, je l'ai faite sur Investing Pro. Vous avez 15% de réduction sur l'abonnement annuel via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo, si jamais ça vous intéresse. On va passer en revue les colonnes. Donc ici, on a le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en euros, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, donc valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court free cash flow. Ici, on a le ratio court sur actif temps libre. On n'a pas de décote ici, il n'y a pas de société financière, donc on ne va pas regarder cet indicateur. Le PEG ratio, on va le regarder plutôt pour les valeurs de croissance, il y en a quelques-unes. Le rendement des capitaux investis, ça c'est pour les sociétés plutôt industrielles, enfin les sociétés classiques, et le rendement des fonds propres plutôt pour les financières, mais il n'y a pas de financière ici, donc on ne va pas le regarder. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA et en termes de dette nette sur fonds propres. Donc le premier, ça vous indique combien d'années d'EBITDA il vous faut pour rembourser la dette. Le second, quel est le rapport de force entre les créanciers et les actionnaires. Le rendement du dividende quand il y en a un, et sa soutenabilité via le payout ratio en termes de free cash flow. On commence avec le premier dossier de la liste qui est la société BIC. Donc, BIC, c'est plutôt la consommation, pour tendance à dire quand même discrétionnaire. On peut se passer, donc tout ce qui est papeterie d'ailleurs, c'est plutôt en déclin. Tout ce qui est briquet, bon là c'est plutôt non discrétionnaire pour le coup. Ils ont d'autres lignes de produits. Bon, globalement, c'est quand même discrétionnaire comme consommation. Donc la boîte n'a pas une énorme visibilité non plus, elle est plutôt cyclique. 2,2 milliards en market cap, 2,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il n'y a pas de croissance organique, ils font de temps en temps des petites acquisitions pour essayer de stimuler la croissance totale. En termes de valorisation, pour le coup, c'est pas très cher. On est à 6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 12 en PE et 9 en price to free cash flow. Bon, à mon avis, il vaut mieux considérer le price to free cash flow, vu que la dépense en capital a tendance à baisser, vu qu'on est sur une boîte mature. Donc ça, on va plutôt mettre de côté. Bon, c'est quand même value comme valorisation. En termes de rendement des capitaux investis, c'est correct. 9,3% rendement des capitaux investis. Bon, c'est une société qui est plutôt moyennement intensive en capital. 9,3%, c'est correct. C'est au-delà de la croissance organique. Donc, ils peuvent s'autofinancer. C'est aussi, je pense, au-delà du coût moyen pondéré du capital. Il faudrait regarder à combien se trouve le coût moyen pondéré du capital. Peut-être qu'il est équivalent à ce niveau. Donc, bon, à voir s'il crée de la valeur sur le long terme. On est sur 0,1 fois les bits d'endette net, 3,1%. Donc, il n'y a pas d'endettement. Ça qui est bien. Et un dividende qui a 5,8% de rendement avec un payout ratio de 82%. Bon, c'est plutôt élevé comme payout ratio en free cash flow, mais bon, ils ont de la trésorerie. Enfin, ils sont quasiment pas endettés, donc au pire, ils peuvent piocher dans la trésorerie si jamais il faut pour verser ce dividende. Donc je pense que ce dividende est quand même soutenable. Et il est intéressant quand même à ce niveau. Donc moi, BIC, j'aime bien, c'est une société value assez typique. Maintenant, il n'y a évidemment aucune barrière à l'entrée sur leur métier. Ils sont plutôt en déclin. Donc en attendant, ils redistribuent le cash et c'est pas très cher. Donc dans une watchlist value, ça a du sens, je pense. Ensuite, on est sur Forvia. Donc Forvia, c'est un équipementier auto. Donc la chaîne de valeur automobile est quand même en difficulté en Europe via la transition vers le moteur électrique et la concurrence chinoise qui est archi dominante dans ce secteur. Donc toute la chaîne de valeur est plutôt en difficulté. Surtout les constructeurs, les équipementiers auto, finalement, ils s'en sortent pas si mal. Donc pour Forvia, on est sur 2,1 milliards d'euros de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est plutôt pas mal. En termes de flux, ça se paye pas du tout cher. On a 4 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors on fait une perte nette, par contre, mais les free cash flow sont positifs. Alors, 1,2 fois les prix de free cash flow, je pense qu'il y a quand même des free cash flow qui sont gonflés. Il faudrait peut-être retraiter ça. Mais en tout cas, en valeur d'entreprise sur EBITDA, à 4, on est quand même pas du tout cher payé. La rentabilité est médiocre, 4,4% dans les capitaux investis. Ça, c'est une rentabilité de bas de cycle. Mais bon, ils sont quand même rentables alors qu'on est au fond du trou dans tout le secteur. Donc, je pense que c'est pas si mal finalement. 2,5 fois d'EBITDA en dette net. Attention, le gearing, dette net sur fonds propres, il est à 176%. Donc là, il y a beaucoup de dettes quand même. Et les créanciers, à mon avis, en fait, ils ont plutôt le contrôle, quoi. Il vaut mieux
rembourser la dette, donc c'est ce qu'ils font. Ils versent pas de dividendes et ça permet de rembourser la dette. Bon, je pense que c'est un peu dangereux de faire du Forvia parce qu'en fait, on est en bas de cycle et ils ont quand même beaucoup de dettes. Donc ça peut être un peu dangereux si ça se poursuit, le bas de cycle. Donc plutôt méfiant quand même sur Forvia. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien en haut à droite de la vidéo. Allez, on continue avec Hop Mobility. On est dans le même secteur. Équipementier auto, 1,9 milliard de market cap, 4,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc la croissance est plutôt moyenne. En termes de valo, ça se paye pas cher. 5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 12 en PE et 4 en price to free cash flow. Moi, je pense qu'il vaut mieux regarder les prices free cash flow. Pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de croissance, ils baissent la dépense en capital, ce qui fait monter les free cash flow. Bon, c'est value, ça c'est sûr à ce niveau. En rendement des capitaux investis, 7,3%, c'est pas mal, surtout en bas de cycle. 2,1 fois les l'EBITDA en dette nette, 78% par rapport aux fonds propres. Donc la dette est un peu lourde, mais c'est pas si mal, on va dire. Il y a pire, Forvia par exemple, plus endetté. 7% vraiment du dividende. Bon, je suis pas sûr qu'on soit vraiment à ce niveau de free cash flow là. Qu'ils ont l'air élevés à mon avis, les free cash flow, mais bon, vous avez quand même un dividende qui m'a l'air soutenable, même si en réalité on a moitié moins de free cash flow qu'est-ce qu'indiqué ici. Donc ce dividende est soutenable. Attention quand même, il faudrait peut-être prioriser le remboursement de la dette. Mais à court terme, je pense qu'ils peuvent verser ce dividende. Voilà un dossier intéressant. Maintenant, c'est quand même un peu cyclique et là on est en bas de cycle. Donc il y a un petit peu de dette. Donc c'est un petit peu dangereux quand même. Hop Mobility, on va dire pourquoi pas, mais avec précaution. Ensuite, on est sur Imerys. Donc, alors, ils mettent matériaux de construction, mais en fait, ils sont experts en tout ce qui est en minéraux. 1,8 milliard d'euros de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, c'est pas bon. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on a 7. On fait une perte nette, malheureusement. 18 en price to free cash flow. Bon, c'est value, mais limite. Et en plus, le fait qu'on soit des croissances, c'est pas exceptionnel. 3,2% vraiment des capitaux investis. Là, on est complètement en bas de cycle, donc cette rentabilité est plutôt médiocre. Il y a beaucoup de dettes, 2,9 fois. Alors, il y a beaucoup de dettes par rapport à l'EBITDA. Bon, ça, c'est parce que l'EBITDA est faible cycliquement, mais quand on regarde par rapport au fonds propre, on a 46%. Donc, c'est pas un niveau non plus d'alerte. Mais c'est quand même un petit peu lourd. 6,7% de rendement du dividende, avec une partie qui a été versée à crédit, malheureusement, ce qui fait monter la dette. Donc, on a 122% des free cash flow. Ce dividende devrait le diviser par 2 et il devrait commencer à rembourser la dette. Donc décroissance plus perte nette, je trouve que c'est pas ouf. Imerys, je pense qu'il vaut mieux attendre la reprise du cycle, donc plutôt à l'écart. On continue avec Eutelsat. Alors Eutelsat, on est dans les satellites. Bon, c'est une boîte qui est quand même un peu spéculative. On est sur 1,8 milliard en market cap. C'est spéculatif parce qu'en face, on a Starlink qui dégomme tout. Donc Telsat, ils survivent grâce à des commandes étatiques, ça les aide bien sûr, mais bon, la concurrence est quand même rude. Décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est pas exceptionnel. En termes de valorisation, 7,5 fois les l'EBITDA, la valeur d'entreprise sur l'EBITDA, c'est pas value, alors qu'on n'est pas sur un cycle, sur une boîte qui est rentable et on a une décroissance. Donc on fait une perte nette, les free cash flow sont négatifs. Bon, voilà, c'est pas exceptionnel. Ce qu'on voit ici, il y a beaucoup de dettes en plus. Bon, Eutelsat, on pouvait espérer une recovery, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelques trimestres, on était sur des chiffres qui étaient un peu mieux que ça. Je pense que la recovery ne se matérialise pas vraiment et que ça reste un peu spéculatif. Donc je pense qu'il vaut mieux être à l'écart d'Eutelsat. Ensuite, on est sur TF1, donc la première chaîne de télévision française. 1,8 milliard de market cap. Bon, il n'y a pas de croissance sur TF1. 0,2 en croissance organique, c'est normal. La télévision, les médias traditionnels, il n'y a plus beaucoup de croissance. En plus, il y a des médias alternatifs sur Internet. Donc, c'est normal qu'on soit plutôt en stagnation. Du coup, ça se paye pas cher. 4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 9,5 en PE et 9 en price sur free cash flow. Bon, ça se paye pas du tout cher. On est à 9 en rendement des capitaux investis, ce qui est correct, pas exceptionnel. Mais bon, la rentabilité, elle est très largement supérieure à la croissance organique. Donc, si ça se convertit bien en free cash flow, derrière, on a de quoi rembourser la dette. Il n'y a pas de dette, en fait, on va voir. On a de quoi faire des acquisitions, ils n'en font pas. Et on a de quoi rémunérer l'actionnaire, ça, ils le font. Plutôt bien. Donc, on a une fois les l'EBITDA en trésorerie nette. Excellent. Ça, on peut le rendre aux actionnaires. 7% de rendement du dividende avec un payout ratio de 64%. Donc, TF1, c'est une boîte très stable. Donc, on est sur un marché qui est mature, voire en déclin. Mais du coup, ils ne se lancent pas dans des aventures destructrices de valeur, style acquisition ou changement de métier, etc. Ils rendent le cash aux actionnaires. C'est ce qu'il faut faire. Parce que, en fait, très dur d'aller sur un nouveau métier qu'on ne maîtrise pas.
Donc 7% de rendement du dividende, c'est quand même sympa, hein. C'est quand même sympa. On est sur une boîte qui est pas très volatile en plus, donc qui a une belle récurrence, une belle visibilité sur son chiffre d'affaires. Donc TF1, je trouve que c'est intéressant dans un portefeuille, dans une watchlist value et surtout une watchlist dividende. Et après, si vous faites votre recherche, dans un portefeuille value ou dividende, bien sûr. Allez, ensuite, on est sur OVH Group. Bon, ici, on a la thématique data center. Maintenant, data center, en face, vous avez le cloud, vous avez des géants hein, face à vous. Le top 3, c'est AWS, Google Cloud Platform et Azure, donc de Microsoft. Donc là, on pèse pas grand-chose hein, sur OVH. 1,7 milliard de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Il commence enfin à faire des bénéfices, hein. On voit que le PER est positif, 124 fois, bon c'est énorme, hein, 44 en price to free cash flow. Ça, ce ne sont pas des multiples qu'il faut regarder hein, quand on est sur une boîte de croissance. On peut regarder en revanche le PEG ratio. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est inférieur à 1. Donc peut-être que c'est intéressant hein, de faire du OVH. Le PEG ratio, petit aparté, ça se calcule en prenant le PER, donc Price Earning Ratio, donc le ratio coût-bénéfice, en français, divisé par le taux de croissance des bénéfices. Hein. Donc on va mettre EPS, delta EPS, donc ça c'est le taux de croissance. Variation des bénéfices par action. Donc en dessous de 1, c'est sous-valorisé en général. Enfin, c'est une métrique, c'est une heuristique, mais on se dit qu'en dessous de 1, c'est sous-valorisé. Donc OVH, il y a peut-être quelque chose à faire. On est sur 4% en moins du capital investi, donc ça nous montre que c'est une boîte qui est encore en croissance et qui n'est pas très très rentable parce qu'ils essaient de conquérir des parts de marché, de descendre la courbe d'expérience. Plus vous êtes bas dans la courbe d'expérience, plus vous avez la plus grosse part de marché, enfin plus vous êtes bas par rapport à vos concurrents, plus vous avez la grosse part de marché, plus votre rentabilité est élevée. Bon, face au mastodonte, OVH, ça pèse pas grand-chose, mais au moins ils ont le mérite d'être rentables, opérationnellement en tout cas, et même d'un point de vue rentabilité nette. Donc ça y est, peut-être qu'ils sont enfin sur la route de la rentabilité durable. Donc pourquoi pas. Mais attention, il y a quand même beaucoup de dettes. Hein. On est à 3,7 fois les bids en dette nette. Ici, on voit ce qui se passe. Donc il faudra aller voir ce qui se passe par rapport en dette nette sur fonds propres qu'on est à ce niveau-là. Ici, il faudrait regarder quand même, est-ce qu'il n'y a pas de l'IFRS 16 hein. Dans l'IFRS 16, on embarque les loyers et donc dans l'endettement. Et ça, c'est pas correct en fait, hein, d'un point de vue business. Le loyer, c'est une dépense opérationnelle, c'est pas une dépense financière, c'est pas une charge financière. Donc, il faudrait retraiter ça. Si on est vraiment à 3,7 fois, c'est quand même un peu élevé, hein, c'est quand même un peu lourd. Pas de dividende versé, évidemment. Donc, OVH, ça se regarde, mais c'est un peu dangereux quand même. Hein. Maintenant, ils sont sur la route de la rentabilité, et d'un point de vue croissance, ça se paye pas très cher. Bon, comme vous le savez sans doute, sur cette chaîne, enfin, bon, en tout cas, mon profil d'investissement, c'est pas la croissance, c'est plutôt les investissements value. Donc bon, OVH, c'est pas vraiment value à ce niveau. Donc moi, j'en suis à l'écart. Maintenant, si vous faites de la croissance, ça peut se regarder. Eramet, bon, là, on est ultra cyclique. Ils sont sur les mines de nickel, hein, surtout. Donc il y a des temps au capital. Donc ça, c'est plutôt mauvais ici. En plus, on est en Nouvelle-Calédonie. Contexte néo-calédonien, il n'est pas exceptionnel. Donc méfiance quand même. Hein. 1,7 milliard de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est pas fou. Les multiples sont... Alors en VO sur EBITDA, on a 15. C'est très élevé, mais ça c'est parce que le EBITDA est faible et que le marché n'a pas sanctionné. Enfin, en tout cas, que le marché s'attend en rebond. Perte nette et perte en termes de free cash flow. Donc ça, c'est pas exceptionnel. On a une rentabilité opérationnelle qui est négative, beaucoup de dettes à signaler. Bon, allez, Eramet, non. C'est trop compliqué. Vaut mieux en être à l'écart. On continue avec Clariane. Bon, Clariane, c'est l'ancien Corian. Secteur d'activité complètement troublé. On est sur les maisons de retraite. Le scandale Orpea a impacté Clariane, évidemment, qui faisait la même chose en fait. Hein. 1,6 milliard de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, il y a quand même de la croissance. 7 en VO sur EBITDA. Alors 2,6 en free cash flow, mais je pense que c'est gonflé par des loyers, ça il faut les retraiter quand même. Je pense pas que ça soit à ce niveau-là. On fait une perte nette. Bon, ça c'est parce qu'il passe des dépréciations énormes, donc c'est que une perte rentable, c'est pas une perte cash. En termes de rentabilité, c'est médiocre. On a 2,1% vraiment les capitaux investis, c'est pas exceptionnel. Beaucoup de dettes à signaler encore. Il faut regarder s'il y a des loyers là-dedans. Potentiellement, il y a des loyers quand même. Et là, donc, la même chose. Est-ce qu'il y a des loyers? Si on est vraiment à ce niveau d'endettement, là, en fait, ce sont les créanciers qui contrôlent la boîte. Donc, il ne faut pas toucher à Clariane. Trop compliqué. Trop compliqué. Il faut attendre la restructuration et une sortie durable du marasme. Pour terminer, on va aller sur Robertet. Robertet, on est dans tout ce qui est fragrance pour la parfumerie. 1,6 milliard de market cap, 7,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a une bonne croissance. On a 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 16 en PE et 26 en price to free cash flow.
Alors, je pense qu'ils ont augmenté. Alors, deux choses, hein, les free cash flow, ça peut être impacté par soit la variation du BFR. S'il y a une variation positive assez violente, assez élevée du BFR, ça vous attaque au free cash flow, ou soit la variation des CAPEX. Donc la variation des CAPEX, si derrière ces investissements délivrent de la croissance, c'est pertinent. Il faut regarder pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus bas que les résultats nets ici. Toujours est-il que à 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA et à 16 en PER, je trouve que c'est raisonnable. C'est pas non plus value, hein, Robertet, mais c'est raisonnable. Il y a de la croissance. C'est plutôt qualitatif. 12% en moins les capitaux investis. Et en PEG ratio, on a 1,2, ce qui n'est pas non plus exorbitant. 0,7 fois l'EBITDA en net, pas beaucoup de dettes, 22% des fonds propres. Et on a signalé là-dessus. 1,2% en moins du dividende avec un PEG ratio de 35%. Ce qui nous indique que ce dividende est soutenable et qui va pouvoir augmenter par la suite. Donc Robertet, si vous faites de la croissance plutôt qualité, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Alors, voilà pour cette revue. Qu'est-ce que je regarderai en portefeuille value? Qu'est-ce que je mettrai? En 1, je mettrai TF1. J'aime bien ce type de boîte. En fait, c'est très peu volatile, donc ça va être plutôt dans un petit dividende. Mais value aussi, ça se regarde, hein, la TF1 et dans le fonds d'indépendance AM France. William Godz investit plutôt dans la value que les dividendes, donc il a vu de la valeur là-dedans, et moi je trouve que c'est bon, et c'est tranquille, hein, comme genre d'action. Aussi, vous faites de la value, vous pouvez réinvestir vos dividendes, ce qui vous fera de la croissance des bénéfices, enfin une croissance totale sympathique. En numéro 2, je mettrai du BIC. Alors le ticker c'est BB, hein, pour BIC sur Euronext Paris. Et en numéro 3, je vous le mettrai plutôt, on avait dit, on peut regarder quand même du Hop Mobility, je pense, même s'il y a un peu de dette quand même. Mais bon, ça reste raisonnable, dividende soutenable. Il faut quand même retraiter, voir si les free cash flow sont pas quand même un peu gonflés. Mais en valeur entreprise sur EBITDA, c'est pas trop cher. Donc OPM, c'est plutôt pas mal. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.